Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle rencontre avec notre cher ami Dr Pascal André. Dr Pascal André, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur. Merci à vous. Merci infiniment. Docteur André, vous êtes un médecin urgentiste français. Depuis quelques mois, vous étiez à Gaza dans le cadre d'une mission humanitaire. Et depuis votre retour, vous n'avez pas arrêté de dénoncer des crimes contre l'humanité, du génocide, et même vous l'avez qualifié, vous avez qualifié qu'est-ce que vous avez vécu et vu comme terrorisme de l'État. Et comment ça a été votre expérience à Gaza depuis 7 mois? Écoutez, j'y suis allé donc avec la Fondation Rama américaine et Palmet d'Europe, donc 15 jours seulement au mois de février, comme infectiologue, parce que les collègues ont fait part de situations extrêmement compliquées sur place en termes d'infections post-opératoires, d'infections transmises par déjà au mois de février des maladies orofécales, donc l'hépatite A qui était là en quantité importante. Donc, c'est à ce titre-là que j'ai rejoint un groupe de 19 médecins américains ou jordaniens, tous musulmans, j'étais le seul non-musulman, et qu'on a pu passer par Rafah à cette époque-là. Déjà, c'était un peu compliqué de passer. Et on a eu la chance de rejoindre les équipes de l'hôpital européen. Donc, on a été déjà extrêmement impressionnés de voir la qualité du travail fourni par les équipes sur place. Des équipes qui venaient de tout Gaza, avec un niveau de compétence impressionnant dans des conditions dantesques. Qui était quand même encore préservé, malgré les bombardements tout autour. En particulier, nous y sommes allés à la période où Nasser était bombardé. On était là quelques jours avant l'arrivée des soldats israéliens sur Nasser. Donc, on a pu rencontrer quelques soignants de Nasser, en particulier les ambulanciers qui ont réussi à sortir, alors qu'ils étaient bloqués depuis 3 semaines. Donc, un contexte quand même extrêmement compliqué, des gens exténués, mais totalement au service. Disant pour la plupart d'entre eux, c'était quasiment tous musulmans, Abdollah, je rends grâce à Dieu, car même si j'ai perdu ma femme, mon fils, il me reste mes 2 filles, il me reste mes mains, il me reste mes yeux pour soigner mon peuple. Donc on a été tous bouleversés par la capacité de résilience, la capacité d'humanité. Et personnellement, j'y suis allé comme médecin, mais j'y suis allé aussi comme reporter, hein, parce que je travaille sur une petite radio dans le sud de la France. Et donc j'ai fait 3 heures d'enregistrement et donc j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de témoignages directs de soignants, de patients. Et donc avoir confirmation déjà de tortures subies, de déplacements subis et d'une terreur totalement aveugle que j'ai qualifiée dès mon retour de terreur d'État. Nous avions été témoins de cette terreur d'État qui est juste non recevable. J'ai été très marqué personnellement, même si je suis allé comme infectiologue, j'ai passé quand même une matinée suite à un bombardement donc dans la salle de déchocage des urgences avec il y avait 8 patients au sol dans des états catastrophiques, des enfants morts qui arrivaient régulièrement. Et je me souviens d'une grand-mère qui hurlait en regardant le ciel et en me regardant, le blanc qui était là, qui venait de lui annoncer la mort de ses 2 petits-enfants, en disant mais qu'est-ce que vous faites quoi, vous êtes là quoi, je parle pas l'arabe mais c'est ce que j'ai compris, hein. Nous hurlant, vous nous bombardez et en même temps vous nous annoncez la mort de nos petits-enfants. Mais et donc c'est cette constance entre un profond sentiment d'injustice que les blancs, les non-musulmans qui de l'Occident Europe ou de l'Occident États-Unis soutiennent un État déterminé à se venger au-delà du droit. Le droit invite à respecter les règles du droit pour que réparation ait lieu. Et je crois que, n'étant pas du tout militant Hamas, mais je crois quand même que le positionnement du Hamas au mois de janvier est explicite sur cette question-là, demandant donc une commission d'enquête internationale pour que justice soit faite si effectivement des exactions et des crimes de guerre et contre l'humanité ont été effectués lors du 7 octobre, ce qui semble être le cas. Une commission d'enquête indépendante ait lieu et que justice soit faite. Malheureusement, les commissions d'enquête et les médias indépendants sont absolument refusés
la puissance d'occupation Israël, et cela peut interroger. Donc, bien entendu, être médecin, c'est participer à des soins. Donc, moi, j'ai participé à des soins sur place, à organiser. En infection, en termes d'infection, il y avait énormément de complications post-opératoires, énormément de décès post-opératoires liés à une non-application des protocoles habituels d'antisepsie, non pas par manque de compétences, loin de là, mais par manque de savon, par manque d'eau, par manque d'antiseptiques, par manque d'antibiotiques. Donc, on a pu travailler là-dessus parce qu'à l'époque, Rafah n'avait pas été envahi. Et on avait quelques passages possibles, même si des dizaines de centaines de camions attendent depuis des mois de l'autre côté, attendaient depuis des mois de l'autre côté sans pouvoir passer. On avait quand même un peu de matériel à cette époque-là. Clairement, la situation est complètement dégradée, comme vous le savez. Clairement, les hôpitaux sont attaqués, les soignants tués ou emprisonnés. Les patients meurent, donnant l'accès au traitement, donnant l'accès aux chirurgiens. Et aujourd'hui, de manière totalement hypocrite et perverse, on ouvre les points de passage au compte-gouttes, sous pression américaine forte, sous risque d'avoir moins d'armes qui puissent arriver. Mais on laisse rentrer quelques médecins, pardon, euh, pour le prétexte. Quand vous rentrez sans pouvoir prendre le moins de médicaments, le moins de dispositifs médicaux, euh, c'est pas fonctionnel. Donc on est vraiment dans un moment d'hypocrisie absolument internationale où le droit n'est pas respecté, l'humain n'est pas respecté, au nom d'une vengeance sans limite, où la culpabilité que nombre de pays occidentaux ressentent, en particulier l'Allemagne aujourd'hui, on revient d'une ville européenne avec 3 jeunes avec lesquels on anime une dynamique européenne. Nous avons été sur les camps de Bonn, sur les camps d'Aachen. Nous avons rencontré des étudiants qui s'indignent. Indignez-vous, Joseph Hessel, Stéphane Hessel, pardon. Indignez-vous, ils écoutent leur conscience, ils ne supportent pas que le droit qui est édicté ne soit pas respecté. Donc aujourd'hui, il ne s'agit plus d'une lutte entre les militants de la cause, les pro-palestiniens versus les pro-israéliens. Non, il s'agit d'une lutte pour l'humanité, pour que le droit qui est édicté par l'Occident depuis fort longtemps soit respecté. Car aujourd'hui, clairement, il ne l'est pas. Aujourd'hui, c'est la faillite complète de l'Occident qui est en train de se produire dans une grande partie du monde et même chez nous. Parce que clairement, lorsque en Allemagne, où on essaie de mettre, comme on essaie de le faire depuis un moment en France, antisémitisme et antisionisme sur le même plateau, où à la Commission européenne, on met en place une décision de 4 heures pour lutter contre l'antisémitisme, sans même parler du racisme et de l'islamophobie qui sont omniprésents actuellement en Occident. Que fait-on? On ne respecte pas l'humain, on ne respecte pas le droit. Lorsque l'ONU est bafouée à travers ses différentes instances, que ce soit l'UNRWA, que ce soit les instances juridiques internationales, la Cour pénale internationale qui a subi les pires pressions pour que les juges ne fassent pas leur travail, la Cour internationale de justice avec ses lenteurs inhérentes, mais aussi les pressions subies. Que signifie-t-on que nous voulons la jungle, que nous voulons la loi du plus fort, que nous voulons continuer, nous, blancs, non arabes, non musulmans, à promouvoir des croisades et des guerres de civilisation, comme l'invitait ce terrible Premier ministre qui prononce des infamies dont personne ne dit les mensonges et l'erreur. Non, nous ne sommes pas dans une guerre de civilisation. Non, nous ne sommes pas dans une guerre contre l'islam. Non, il ne s'agit pas d'une histoire de religion. Il s'agit d'une histoire du droit international, d'une puissance occupante qui ne respecte pas donc les traités internationaux depuis maintenant plus de 75 ans et qui, en ce nom-là, et au nom d'un désir de vengeance et de spiritualité totalement discordant avec l'essence même de la spiritualité, met en danger l'humain. Parce qu'on ne le connaît pas, l'autre fait peur. On ne le connaît pas parce qu'on est enfermé dans les murs d'une communication occidentale
totalement non ajustée, car non critique, car soumise à la pression de certains qui tiennent les médias ou qui sont sous pression, et que éthique et déontologie empêchent beaucoup de journalistes, l'éthique et la déontologie de beaucoup de journalistes sont menacées par les pressions subies. Lorsque, comme en Afrique du Sud, le lavage de cerveau est en cours, à tel point que cette dame qui, sur France Culture, il y a 8 mois, disait moi, afrikaner, j'ai vécu un lavage de cerveau. Le noir me faisait peur. Lorsque Nelson Mandela a été élu, j'ai été élu avec lui et j'étais dans son gouvernement. Mon bureau était au même étage que le sien. Quand je l'entendais passer avec ses gardes du corps, les 3 premières semaines, je m'enfermais dans mon bureau. Or qu'un jour, il a frappé, il était seul. Il m'a parlé en afrikaner, la langue qu'il avait apprise en prison, et qu'il m'a demandé de mes nouvelles et des nouvelles de ma famille. Mon cœur a fondu. La question, c'est bien celle de la rencontre, c'est-à-dire que si on a peur de l'étranger, si on a peur de l'autre, et si on ne se réunit que soi-même derrière des murs de barbelés, derrière des murs en mer là, de l'Europe qui s'enferment, derrière des murs d'indifférence, nous allons à notre perte. Et clairement, ce qui est en jeu aujourd'hui, et la jeunesse en est consciente, la jeunesse est active et sensible à cet indignez-vous, c'est-à-dire à cette discordance entre le discours et les réalités, que ce soit de nos églises, qu'elles soient juives, musulmanes, chrétiennes, que ce soit ou laïques, que de la discordance entre le propos et l'attitude. Nous sommes dans un moment de division extrême. On vient de le voir avec l'élection de Trump aux États-Unis. Nous rentrons d'Allemagne où, au nom de la culpabilité érigée en culture de la culpabilité, voire même en honneur de la culpabilité, on autorise tout et n'importe quoi sans la moindre critique. Il est temps vraiment de remettre l'humain au cœur. Et pour ça, de tout faire pour que le droit international, le droit humain, le droit pénal et le droit administratif qui, dans nos pays, nous permettent de contre-attaquer face à ces propos totalement déplacés, sans aucun fondement d'antisémitisme ou d'apologie du terrorisme, puissent être recadrés et que réellement nous puissions ensemble vivre. Car sinon, on n'est pas des animaux, comme le disent les personnes que j'ai enregistrées à Ranunès au mois de février. Dites-leur que nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des humains et que nous voulons simplement vivre avec les mêmes droits qu'eux. Nous sommes des humains comme eux. Et l'un d'eux a rajouté à un de mes collègues, si ils ne veulent pas nous considérer comme des humains, dites-leur que nous sommes de nous considérer au moins comme des animaux, car semble-t-il, ils prennent davantage soin des animaux que nous aujourd'hui. Donc, c'est vraiment la question importante de qui sommes-nous, quelles sont nos valeurs et comment nous pouvons ensemble respecter éthique et droit. C'est à mon avis le seul étendard qui doit aujourd'hui nous réunir ensemble, car si on tient cet étendard, drapeau, cette flamme de ce qui est la justice et le droit, qui peut s'opposer à nous? Quel politique, quel recteur d'université, quel policier peut nous dire que notre présence dans la rue, notre présence dans les locaux, notre présence n'est pas légitime, puisque nous sommes là pour faire quelque chose dont les décideurs qui lui demandent d'appliquer les ordres n'appliquent pas eux-mêmes pour des intérêts souvent économiques ou des intérêts comme le présentait merveilleusement, de manière perverse, le Premier ministre israélien il y a quelques jours sur CNews et Europe 1, une guerre de civilisation, une guerre contre le barbarisme, une guerre qui permet de défendre nos valeurs, mais ce n'est que mensonge, ça ne correspond absolument pas à ce qu'est l'humain. Car l'humain est bien présent et je peux vous dire qu'avec ces 3 jeunes avec lesquels on a fait le tour d'Europe, nous avons été extrêmement touchés par l'humanité que nous avons rencontrée, le non-désir de violence et le désir de rencontres sereines que nous avons rencontrées chez ces étudiants qui tiennent depuis 5 mois et demi le camp à Aachen, Aix-la-Chapelle. Le camp parce qu'ils dorment dehors, sous des tentes, ne pouvant même pas rentrer à l'université,
pour pouvoir discuter. Les profs n'ayant même pas le droit d'aller les rencontrer, le recteur ne les ayant jamais rencontrés. Et ce qui nous a touchés, c'est qu'ils nous disent le plus important pour nous, c'est de rencontrer des sionistes enragés. Parce que nous sommes là. Nous sommes là avec des oreilles, nous sommes là avec nos sourires, nous sommes calmes, nous resterons calmes et résilients. Et notre calme, notre écoute les désarme. Et lorsque leur hargne passe, ils arrivent à repérer l'humain qui est en nous et nous arrivons à bouger. Et lorsqu'au bout de 15 jours d'occupation sur le camp de Bonn, les voisins qui étaient plutôt récalcitrants, la police qui était agressive, changent d'avis et changent d'aspect et que maintenant on leur apporte des repas, de la soupe chaude alors qu'il fait froid ou que même la commissaire de police passe le matin pour s'assurer que tout se passe bien, ils disent « nous allons gagner ». Donc oui, la justice gagnera si l'humanité qui est en chacun de nous gagne. Donc allons-y et allons-y ensemble, maintenant, mais pas dans 6 mois, maintenant, parce qu'il meurt maintenant, comme depuis plus d'1 an. Avec Yonos, profitez des innovations de l'intelligence artificielle pour votre présence en ligne. Yonos. C'est l'histoire d'une douce sensation. La sensation de se sentir chez soi. Cave Home, depuis 1983. Vraiment, votre point de vue me coupe le souffle, docteur André. Depuis le déclenchement de cette guerre, génocidaire contre la population de Gaza, Israël n'a pas arrêté de justifier ses attaques contre les infrastructures hospitalières, contre le personnel hospitalier, en disant que ces hôpitaux abritent des infrastructures de Hamas, abritent dans des caves des résistants de Hamas. Est-ce que vous avez vu des armes de Hamas, des troupes de Hamas entre les couveuses débranchées, entre les couveuses des nourrissons débranchées par Israël ou entre le matériel de respiration artificielle pour les femmes enceintes et pour les femmes cancéreuses et les virales. Est-ce que vous avez vu des résistants de Hamas? Mais bien sûr que non. Votre question contient la réponse. Les seules armes que nous avons vues, c'est celles qui ont été mises en avant par la propagande du gouvernement israélien, c'est-à-dire des armes découvertes, semble-t-il, à Al-Shifa, dans l'IRM. Et chacun d'entre nous sait que, en tout cas dans le monde soignant, que l'IRM est un énorme aimant et qu'on ne peut pas rentrer dans une salle d'IRM avec le moindre stéthoscope dans la poche sans que celui-ci se projette sur l'aimant. Donc, bon, c'est la narration israélienne. C'est possible que ça ait existé, mais nous n'avons jamais rien vu de cela et nous n'avons, comme personne en Occident, reçu de preuves formelles. Comment croire une puissance occupante qui a une puissance extrêmement forte dans l'information, et j'en ai été témoin l'année dernière lorsque j'étais en Cisjordanie au moment donc de ce qui se passait en Cisjordanie sur la mosquée Al-Aqsa, de capacité de désinformation totale. Donc, tant qu'il n'y a pas d'ouverture à des médias indépendants, tant qu'il n'y a pas d'ouverture à des observateurs indépendants, comment se fait-il que la seule narration israélienne qui est proposée ici ne soit pas davantage critiquée dans la plupart des grands médias? Alors, il semblerait que ça commence à bouger, il semblerait que politiques et experts et certains médias commencent à sentir que le vent est en train de tourner. Parce que ce qui est sûr, c'est que nous, témoins, eux, victimes, si elles restent vivantes, viendront témoigner. Nous avons témoigné. Nous avons déjà déposé tous les éléments de preuve que nous avions, et je peux vous dire qu'ils sont extrêmement nombreux, entre les photos, les comptes rendus opératoires. Tout est parti, bien entendu, à la CPI, à la Cour internationale de justice, après les avocats d'Afrique du Sud, évidemment. Mais ce qui est certain, c'est que tous ceux qui sont au courant de ce qui se passe, c'est-à-dire nul ne peut ignorer ce qui se passe aujourd'hui, à moins vraiment de ne porter absolument aucun crédit à ce que disent les Palestiniens et ce que disent les journalistes encore possiblement vivants sur le territoire de Gaza ou de Cisjordanie. On ne peut pas ignorer.
Alors je sais, j'ai vu que des soldats israéliens, des influenceurs israéliens estimaient que cette parole n'était pas du tout recevable et n'avait aucun sens. Mais ce que je peux vous dire, c'est que oui, il y a une guerre d'image, oui, il y a une guerre des mots, mais là encore, c'est totalement non proportionné. Et si j'ai parlé de terreur d'État, c'est que c'est absolument terrorisant de vivre sous la puissance permanente des bombardements, des drones qui 24 heures sur 24 résonnent dans votre tête, et cette nécessité de devoir quitter le lieu dans lequel on vous demande de vous abriter parce que vous y êtes en sécurité, et 3 jours après, avec une terreur de ne pas savoir où aller, vous sortez en suivant les conseils et vous vous faites bombarder, comme ça vient de se passer à l'hôpital Kamal Adwan ces dernières semaines. Donc, nous sommes vraiment dans un régime de terreur. Alors, bien sûr que la narration israélienne est très clairement, tellement claire, c'est tellement facile. Le Hamas est un mouvement terroriste. Je vous rappelle simplement qu'il n'y a que l'Europe et les États-Unis qui le considèrent ainsi, sur des déterminants qui restent à réfléchir et en tout cas à interroger, peut-être à interroger légalement, puisque la plus grande partie du monde ne considère pas la résistance armée à une puissance d'occupation, comme le droit international d'ailleurs, comme quelque chose de terroriste, mais comme un droit reconnu par le droit international. Après qu'il y ait des crimes de guerre, des crimes de l'humanité, évidemment, ceux-ci sont atroces et doivent être poursuivis d'un côté comme de l'autre. Mais donc la narration qui vient nous dire effectivement que tout ça est motivé par l'utilisation par le Hamas des hôpitaux, des civils comme étant donc des boucliers, sont les preuves. Où sont les preuves? Moi, personnellement, j'étais infectiologue, je me suis baladé dans l'hôpital européen partout, j'ai visité partout, je n'en ai eu aucune trace. J'ai interrogé tous les collègues qui étaient partis avec moi, donc nous sommes 17 soignants français, les très nombreux Américains, il doit être au moins 150 y être. Aucun d'entre nous a eu des éléments de cet ordre-là. Et par contre, j'ai beaucoup de reportages, et ils sont absolument disponibles, beaucoup de témoignages qui nous disent « mais nous sommes des civils, nous n'avons rien à voir avec la résistance armée du Hamas, nous sommes des civils, pourquoi nous tirer dessus ?» Et où sont les témoignages qui viennent nous dire que le Hamas prend des civils en otage et des boucliers, des hôpitaux? Où sont les témoignages au sein des Palestiniens qui viennent nous dire ça? Non, ce que nous avons, alors peut-être vous n'allez pas croire Al Jazeera dans sa cellule d'investigation, mais le film quand même très documenté qui est sorti il y a quelques semaines vient quand même apporter des éléments qui font penser éventuellement l'inverse. Donc, bon, soit on croit au droit et on ne veut pas vivre la jungle, et on a quand même une Cour internationale de justice et une CPI qui nous disent des choses qui sont maintenant très établies. Le rapport de 750 pages déposé par l'Afrique du Sud il y a quelques jours est extrêmement bien documenté. Je n'ai pas encore eu le temps de le lire, mais visiblement, il y a quand même plusieurs avocats qui sont dessus et qui nous font des retours très positifs, de propos extrêmement clairs et documentés. Donc, voilà, soit on y croit, soit on n'y croit plus, mais allons-y, c'est la jungle, et vivons la jungle. Mais franchement, quand aujourd'hui un Premier ministre israélien limoge son ministre de la Défense parce qu'il demande des choses claires en termes de privilégier donc les otages avant peut-être un projet politique qui est un projet politique qui protège aussi le Premier ministre contre tous ces ennuis, et qu'il demande aussi une commission d'enquête indépendante au sein même du pays, et que celle-ci est refusée, on peut vraiment s'interroger sur ce qui anime profondément donc ceux qui aujourd'hui sont aux commandes d'Israël et qui manipulent de manière éloquemment odieuse et malsaine et perverse les opinions, si vous en avez un doute, regardez les deux dernières interventions sur LCI et CNews du Premier ministre et les arguments avancés. Nous ne sommes pas là-dedans. Si nous nous reconnaissons là-dedans, c'est que nous avons eu un cerveau lavé et que nous n'avons plus aucun sens critique, ou que nous fonctionnons visiblement comme beaucoup d'Allemands sous le poids d'une culpabilité qui va se renforcer, car lorsque Open Gaza sera effectif, lorsque la campagne là, qui se met en place au niveau européen et je l'espère mondial, de name and shame, c'est-à-dire de repérer
dans les propos de tous ceux qui prennent la parole ce qui peut aider, faciliter ou encourager apartheid, colonisation ou génocide. Quand tout ça sera... c'est enregistré actuellement, on le met sur des sites, on va montrer ça aux yeux du monde, et que tous ceux qui ont ces propos-là puissent être poursuivis demain pour une attitude passive ou active qui a pu encourager. Nuremberg est arrivé des années après, a pointé énormément de responsables qui ont été poursuivis. Nuremberg 2 va arriver. Name and shame. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas compatible avec une vie humaine, démocratique et du vivre ensemble. Nous avons vraiment d'autres enjeux à vivre. Donc, le droit est là pour ça. Donc, prenons ensemble les couleurs du droit et quittons peut-être à certains moments les kéfiers, les drapeaux de part et d'autre pour revenir autour du droit et allons-y. Nous avons senti beaucoup de colère, nous avons senti beaucoup d'exaspération et lors de notre virée européenne, et des gens qui veulent aller plus loin. Mais clairement, ne cédons pas à la violence. Écoutons ce que j'ai entendu en Cisjordanie l'année dernière, ce que j'ai vu à Gaza cette année, où il y a 3 jours sur les camps d'étudiants palestiniens à Aachen et à Bonn. Ne cédons pas à la violence. Ils n'attendent que ça pour nous stigmatiser davantage et pour nous enfermer. Revenons au droit. Le droit est énoncé, il n'est pas respecté. Battons-nous ensemble pour le droit, pour notre humanité. Docteur André Pascal, j'aimerais bien terminer avec vous. Avant, on fait aujourd'hui notre interview avant quelques jours seulement de la visite annoncée du ministre des Finances israélien Smotrich, qualifié par des responsables européens américains comme un sioniste extrémiste, un ministre qui a appelé à l'acharnement de la machine militaire contre les enfants, les femmes de Gaza, à l'extermination de la population de Gaza, au déplacement forcé des Gazaouis. Même il a appelé à inciter de lancer une bombe atomique sur la population de Gaza. Il va venir en France pour participer dans une gala ou quelque chose, alors que l'autorité française a interdit l'accès à notre cher ami, votre ami Dr Ghassan Boussata, pour venir témoigner devant une commission parlementaire. Comment vous expliquez ce double point de mesure, ces dérives morales et éthiques de la République française aujourd'hui? Je ne peux pas l'expliquer autrement que par des collusions avec des intérêts économiques, politiques et de la manipulation au nom de guerres de religion, au nom de croisades qui n'ont absolument aucun fondement et qui sont à l'antithèse même de ce que sont nos différentes religions ou notre laïcité. Un exemple, le mot djihad qui nous fait si peur est quand même la base de la spiritualité de chacune des religions, c'est-à-dire essayer de travailler sur soi-même pour pas être dans l'ego et ne pas faire du mal à l'autre et essayer d'être attentif au prochain. C'est bien loin de l'idée qu'on en a. Donc on est quand même sur des moments de manipulation absolument extrêmes, et le fait qu'aujourd'hui nous sommes obligés d'aller tout à l'heure au Trocadéro à 18h pour une manifestation contre l'accueil de Smotrich, qui en plus va soutenir plusieurs situations qui vont fournir des armes donc en Israël, association dont l'une d'entre elles a une présidente qui ne se cache pas de l'objet de son association, contrairement à d'autres qui ont été dénoncées récemment. Association qui permet en plus aux contribuables français de pouvoir bénéficier de réductions d'impôts, donc c'est absolument extraordinaire. Comment être obligé d'aller au cœur de Paris, sur la place des droits de l'homme, entouré d'une communauté juive très présente dans ce quartier de Paris, pour dire que ce n'est pas décent, que ce n'est pas ajusté, que ce n'est pas conforme au droit international et au droit humain que de recevoir un homme qui est dans l'apologie du terrorisme, qui est dans la haine raciale, et qu'on puisse le recevoir. Comment se fait-il que cet homme, Maître Darry, ne soit pas poursuivi? Comment se fait-il que l'État français qui autorise la tenue de ce gala ne soit pas poursuivi? Alors qu'aujourd'hui, clairement, la Cour internationale de justice demande explicitement, depuis la fin juillet,
à tous les États qui ont signé les traités et qui peuvent soutenir, encourager ou faciliter d'une manière ou d'une autre apartheid, colonisation ou l'intention génocidaire qui malheureusement est bien en place aujourd'hui sous forme d'un génocide. Et pour ceux qui en doutaient, regardez ce qui se passe au nord de Gaza. Et puis regardez aujourd'hui les rapports rendus par la plupart des organisations internationales. Comment se fait-il que nous en soyons encore complices? Comment se fait-il que nous ne dénoncions pas et que nous n'interdisions pas tout cela? Comment se fait-il que certains tribunaux cassent les décisions du gouvernement français aujourd'hui qui interdisent des stands d'armement de venir se positionner? Que se passe-t-il? Où est la prise de conscience? Nous ne pouvons pas cautionner ça. Il ne s'agit pas là d'un enjeu autre que celui de notre humanité à chacun. Et il n'y a pas les noirs et les blancs, les jaunes et les verts, les bons et les méchants. Sortons de cette binarité totalement stupide. Nous sommes tous des humains, nous avons tous droit à la même valeur. Je suis absolument halluciné par le racisme et l'islamophobie qui existent en France et en Europe. On n'en parle jamais. On sort hier, on était avec des membres qui travaillent dans la Commission européenne. Ils vont devoir suivre un cours contre l'antisémitisme de 4 heures dans les jours à venir, parce qu'on leur a dit qu'il y avait peut-être des propos antisémites qui étaient en train de monter. Mais bien entendu, c'est la fonction de l'Europe de lutter contre l'antisémitisme, mais aussi contre toute forme de racisme et d'islamophobie et de rejet de l'autre. Et qu'est-on en train de produire? On est en train de monter des murs dans les mers. On est en train de monter des murs autour de l'Europe. Que fait-on? Je vous